Alors, est-ce qu'on m'entend? Bon? Alors, bonjour à tous. Pour cette deuxième présentation qui sera du coup une des plus longues, je vais vous parler de l'écriture de serveurs en Rust. Alors déjà, pour commencer, la question n'a pas été posée au départ et il y a apparemment beaucoup de nouvelles têtes ici. Qui n'a jamais fait de Rust ici? Quelques mains de levées quand même. Ouais, ok. Et pour ceux qui utilisent d'autres langages, qui sont ici habitués à l'écriture de serveurs ou de back-end de manière générale? Un peu plus de mains levées quand même. Ok, parfait. Alors, ce que j'entends, moi, par serveur, c'est vraiment service au sens large. Ça peut être vraiment la petite application qui peut tourner sur votre, je sais pas, sur votre Home Lab, qui va juste récupérer quelques requêtes TCP, jusqu'en allant aux plus gros services qui demandent beaucoup de connexions, d'énormes back-ends, ce genre de choses. Et durant cette présentation, du coup, on va voir comment écrire ce type d'application en Rust, en partant de la plus petite application avec aucune dépendance en Rust, on va faire ça avec la STD, tout en traversant toutes les étapes qui nous permettraient d'arriver à des librairies beaucoup plus clés en main qui permettraient d'écrire de gros services pouvant supporter un grand nombre de connexions. Alors, pour présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Gollet. Je suis software developer en activité depuis un peu plus de 15 ans. Je suis freelance depuis environ 9 ans à plein temps. Je fais du Rust depuis environ 6 ans. J'avais commencé durant cette période incroyable qui s'appelait le confinement. Parce que travaillant dans l'aéronautique, j'ai perdu un contrat pour des raisons d'avions qui ne volent pas parce qu'il n'y avait pas de personnes pour les prendre. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises en tant que freelance. Sans déconner, Airbus, Toulouse. Incroyable. ABB, le CNES, Rakuten et bien d'autres, mais voilà, pour en citer quelques-unes. Et accessoirement, je suis également dessinateur. J'ai un petit webcomic qui s'appelle Oh My Log, qui est centré sur le monde du développement, donc quelques petits extraits ici. C'est pas de l'IA, c'est triste de devoir le préciser aujourd'hui, mais c'est vraiment fait avec mes petites mains. Donc si à un moment vous voulez voir ce que je dessine et puis rigoler comme des gros geeks avec des trucs que seuls nous qui pouvons comprendre, un peu comme l'époque de Comic Strip, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors, pourquoi je fais spécifiquement une présentation, encore un dessin à moi, pourquoi je fais spécifiquement une présentation sur l'écriture de serveurs? Parce que de base, lors de ma longue expérience de développement, j'ai fait beaucoup de back-end. J'ai travaillé avec pas mal de langages de programmation. Alors j'ai commencé avec Flash, si ça peut vous donner un coup de vieux à certains. J'ai fait également du PHP, il ne faut pas le dire trop fort. J'ai puis ensuite pas mal de Node.js avec du full stack, avec surtout de l'Angular. Donc ça fait pas mal d'années que je fais du full stack Angular, Node.js, éventuellement un petit peu de Java. Et de par cette expérience de développeur back-end, quand je me suis mis à faire du Rust, sous l'impulsion d'un ami très pro Rust qui un jour m'avait vu écrire un serveur en Go et qui m'a dit « Ouais, il faut que tu fasses du Rust, ce que tu fais, ça va super bien marcher en Rust. » Et à force, j'ai fini par céder. Et merci à lui, je suis tombé amoureux de ce langage. C'est quand même assez rafraîchissant, un langage comme celui-ci pour l'écriture de services. Alors, je n'ai pas écrit que des serveurs en Rust, mais vu que c'était un domaine que je connaissais bien, eh ben, je suis parti sur ce langage pour développer au début des petits services rapidement, jusqu'à arriver de plus en plus bas niveau, parce que vu que le Rust est quand même un langage système, ça permet de revenir un petit peu aux fondamentaux et de découvrir pas mal de choses et de revenir aussi à des choses qu'on voyait plutôt à l'école, genre tout ce qui était TCP, UDP. On va un petit peu en manger aujourd'hui, mais vous inquiétez pas. C'est une présentation qui est accessible à tous. C'est plutôt orienté débutant intermédiaire. Donc si ici il y a des développeurs Rust plutôt avancés, essayez de ne pas vous endormir, ça devrait le faire. Normalement, on a une conférence après sur le ray tracing, ça va être un petit peu plus poussé. Voilà, donc un des plus gros projets que j'ai fait en Rust pour ma part et qui me sert également un petit peu de laboratoire, c'est justement un serveur, c'est un reverse proxy qui s'appelle Quark, que je maintiens depuis bientôt 1 an. Je l'ai créé l'été dernier parce que, à force de créer des petits projets en Rust, je voulais un truc que je puisse vraiment maintenir sur le long terme et surtout pour faire du Rust beaucoup plus poussé, parce que même si en reverse proxy, le principe de la gateway, ça paraît assez simple. Le fait de faire un vrai serveur HTTP qui est supposé emmagasiner énormément de requêtes
et les distribuer vers d'autres backends, c'est en fait plus compliqué que ça. Dès qu'on commence à toucher un petit peu à tout ce qui est lié au multithreading, l'asynchronisme, gestion des idle timeout, connexion, tout ça, c'est quand même pas mal de taf. Donc je l'utilise actuellement en production. À l'époque, sur OhmyLog, j'utilisais Nginx et maintenant j'utilise Quark en remplacement. C'est pas une réécriture on n'est pas sur du rewrite it in Rust, c'est pas une réécriture du Nginx, c'est vraiment un serveur que j'avais envie de créer selon ma propre vision avec un système de configuration basé sur du TOML qui est quand même assez courant dans l'écosystème Rust. Et jusque-là, ça marche assez bien. La prochaine version, la 0.4, devrait normalement en plus arriver la semaine prochaine. Donc, si vous voulez faire un petit tour sur le projet, n'hésitez pas à aller voir, l'essayer, contribuer et, si possible, aussi me mettre une petite étoile en haut. Ça m'encouragerait. Et également, accessoirement, ma mère m'a dit qu'elle me considérait vraiment comme son fils, que le jour où j'aurai un projet qui fonctionne vraiment. Donc, si vous pouvez également obtenir l'amour d'une mère, ça me ferait plaisir. Alors, pourquoi écrire votre serveur en Rust alors qu'il y a plein d'autres manières de le faire, il y a plein de langages de programmation, il y a plein de frameworks? Eh bien, déjà, premièrement, là, le truc est mis en plus. Premièrement, parce que vous auriez des besoins bas niveau. Imaginez que vous avez besoin d'un service qui ferait, je sais pas, du traitement d'image assez poussé et qui a besoin d'un truc assez performant. Genre, vous recevez une image, je sais pas, vous itérez dessus avec un LLM qui va vous rajouter des trucs un peu marrants. Bah, ça peut être une bonne raison de le faire. Vous avez besoin d'un service complexe très haute performance. Besoin de stabilité en produit existant, parce que le Rust est quand même un langage qui est designé de manière à nécessiter un code écrit de manière très rigoureuse. Donc on est tous au courant, le compilateur est quand même assez, comment dire, assez méchant avec les gens, mais également assez gentil parce qu'il aide quand des erreurs sont détectées. Efficacité énergétique aussi, parce que vu que Rust, c'est quand même un langage bas niveau, bah, vous pouvez générer des applications qui consomment absolument rien sur vos machines. Vous pouvez bootstrapper un truc, mais vraiment, ça prend 4-5 mégas. Ça consomme rien en CPU. Donc, ça permet également de faire tourner votre produit sur des toutes petites instances. Donc, également, il y a aussi des raisons économiques. Vous n'avez pas besoin de gros serveurs pour faire tourner un truc qui, par exemple, en Java, vous prend déjà des 200-300 mégas lorsque vous instanciez votre serveur. Et sinon, également, une autre raison qui est aussi la meilleure, parce que vous avez aimé Rust et vous avez envie de faire votre service en Rust. Alors, les avantages d'utiliser le Rust, au final, c'est un peu redondant ce que je vais dire. C'est plus des avantages liés au langage lui-même, mais voilà, vu que c'est un langage quand même système proche C++, c'est exécuté nativement sur votre machine. On a de grosses performances. On a une librairie réseau qui est native, qui est inclue dans la STD, ce qui n'est pas le cas de C et C++, donc ça c'est quand même pratique pour démarrer des petits trucs rapides. Pas de garbage collector, contrairement à Go, qui, même s'il est exécuté en... J'ai pas d'eau. J'ai un peu la bouche sèche. Je parlais de Go qui, même s'il est compilé sur votre machine, il y a quand même un garbage collector, et ça ce n'est pas le cas de Rust. Il y a la sécurité mémoire avec les principes fondamentaux du borrowing, l'ownership et les lifetime. Ce qui donne également une gestion très efficace du multithreading, parce que vu que le langage est quand même designé de manière qui est très liée à la sécurité mémoire, du coup, vous n'aurez pas de data race. Et également, aujourd'hui, on a quand même un écosystème qui est assez complet, avec Tokyo pour le multithreading, Hyper pour l'HTTP, Axum, CRD, RustTLS pour les certificats SSL. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, Rust quand même permet de faire pas mal de choses pour les serveurs. Donc on va commencer déjà en voyant ce qu'on peut faire avec Rust sans aucune dépendance, juste uniquement avec la standard librairie. Donc un petit rappel, là je vous ai mis deux petits bouts de code de ce qu'on peut faire de base avec JavaScript sur Node.js et Go, sans aucune dépendance. Donc pour ceux qui ont déjà travaillé avec ces langages, au final, vous voyez qu'avec très peu de choses, on peut déjà lancer un serveur HTTP. Donc d'un côté avec... alors moi je le vois en tout petit sur mon écran, mais là on a juste un require HTTP. On fait notre create server dans lequel on a une requête et une réponse. Voilà, on va envoyer notre réponse ici avec un hello from node. Pareil sur Go. Avec ces deux langages, au final, il y a moyen d'écrire des choses, de bootstrapper un serveur très rapidement avec peu de code. Et on va voir du coup de notre côté comment on peut le faire avec Rust, avec quasiment rien. Donc, vu que
Peut-être que quelqu'un comme moi est assez bien... Alors, par contre, j'aurai besoin de mes 2 mains, donc je ne sais pas comment... Merci. Porte-micro. Là. Alors, peut-être que quelqu'un de bien préparé a instancié un projet avec déjà 2-3 petits trucs à voir. Hop là. Ouais, je vais agrandir un petit peu. Ça va comme ça? Ou vous voulez que j'agrandisse encore un peu? Ouais. Moi, je vais fermer le truc sur le côté, voilà. Donc voilà déjà ce qu'on a uniquement avec la standard librairie. Je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que l'on a actuellement. Donc déjà, la base pour déclarer son serveur, c'est de démarrer avec un TCP listener. Donc quand je vous disais qu'on va un peu revoir les fondamentaux avec les sockets TCP, ce genre de choses, bah, avec la STD, ça commence par ça. C'est un objet qui vient de la standard librairie net. Et on déclare du coup notre listener. Et sur ce listener, on va créer une boucle d'acceptation avec listener incoming. Incoming, en fait, c'est un itérateur qui va s'activer à chaque fois qu'une requête est détectée sur le listener. Ce qui va se passer, c'est que ça va lancer un thread. Ici, c'est un thread OS natif, ce qui fait que ça va permettre de rajouter quand même une certaine bribe de concurrence et du coup d'avoir un thread par connexion. On va du coup, à partir de là, récupérer notre stream. Et sur ce stream, on veut lire le contenu de la requête qui est arrivée. Donc pour ce faire, je fais un petit buff reader qui permet de wrapper notre stream dans un buffer. Je vais déclarer ici un request line, donc une string vide, dans lequel je vais intégrer le contenu texte de cette requête. Je fais ici un reader readline qui va en gros lire la première ligne de la requête. Dans le cas de HTTP, on devrait avoir au moins la base, c'est-à-dire le verbe HTTP, ici un get, le pass et la version de HTTP. Ici, je vais juste en avoir besoin ici pour le printer, pour juste vous montrer que ça marche. Et ensuite, on va envoyer notre réponse. Donc, pour que ça soit compatible HTTP, parce que de base, là, on a juste un socket TCP, on va créer un body qui va juste envoyer un hello world, quelques headers ici. Donc, la version de HTTP, un 200 OK pour dire que ça marche, le content length et le content type, histoire d'avoir un type MIME, pour que lorsqu'on renvoie notre réponse, ça soit compatible HTTP. Et ensuite, on formate notre réponse avec plein de retours chariots, parce que c'est comme ça qu'est fichu le protocole. Et sur notre stream, on va faire un write qui va envoyer notre réponse. Donc, on va compiler tout ça. Alors, je suis désolé, c'est aussi écrit tout petit ici, je vais l'agrandir. Voilà. Donc, si je fais un cargo run, c'est std app, on va lancer notre serveur. Et là, tout de suite, bon, je l'avais précompilé, donc du coup, ça marche tout de suite. On a notre petit serveur, uniquement créé avec la STD, qui s'est lancé. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on va requêter dessus. Je vais juste faire un petit curl rapide. On a bien notre Hello World qui s'affiche. Donc ça, c'est vraiment la base de la base pour créer un petit serveur avec Rust sans aucune dépendance. Et au final, ce n'est pas le plus simple qu'on peut faire, parce que si je décide de retirer toute cette partie et de faire directement un stream de mon body qui est ici, ça marche aussi, sauf qu'en fait, vous envoyez juste un buffer TCP. Mais ça montre qu'au final, un protocole de base, la base d'un protocole, c'est surtout formater un texte ou une string ou des octets d'une certaine manière que deux programmes puissent communiquer ensemble. Et c'est le cas ici avec HTTP en renvoyant les bons headers. Si vous voulez, juste à partir de ce code, vous pouvez utiliser n'importe quel autre protocole, ou si ça se trouve, juste créer le vôtre. Donc, sauf que là, le code que l'on a, c'est pas top, surtout si vous voulez... ouais, c'est pas top si vous voulez faire des trucs qui seront un peu plus gourmands en requête, parce que... Attends, je vais le reprendre. Ouais, je suis désolé, je suis sur NeoVim, mais sur i3, j'ai besoin de mes 2 mains pour bouger.
C'est pas top top parce que là, on est déjà sur un code qui est synchrone. Donc du coup, si vous commencez à avoir beaucoup de requêtes, bah, vous pouvez rapidement avoir du code qui est bloquant. Et surtout, on est sur des threads OS. Et un thread OS, c'est assez gourmand en ressources. C'est pas synchrone. Pardon, c'est pas asynchrone. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un code performant qui soit asynchrone, qui soit avec une concurrence qui est bien gérée. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Ah, c'est bon. Donc, voilà. Donc ça, c'est le code que j'avais écrit à la base, celui qui fonctionne et qui renvoie notre petit Hello World. Donc, on a un serveur minimaliste, on a une réponse HTTP. Par contre, on a des threads OS. Donc, en termes de perf, c'est pas top, parce que ça veut dire qu'on va créer un thread OS à chaque fois qu'il y a une requête, et déjà, chaque thread OS a sa propre stack qui consomme déjà quelques mégas. Et on a du code synchrone, donc du coup, à tout moment, vous pouvez bloquer vos threads si vous avez un truc qui prend du temps. Donc, comment régler ce problème? Qui ici a déjà entendu parler de Tokyo? Absolument tout le monde, presque. Non, il y a quelques personnes derrière qui ont. Pour parler de Tokyo, je vais rapidement un petit peu vous parler du... Hop, il me reste du temps? Oula. Avant de parler de Tokyo, je vais rapidement vous parler un petit peu de l'asynchronisme en Rust. Alors, l'asynchronisme en Rust, c'est assez particulier. C'est pas aussi clé en main que dans d'autres langages. Je vais essayer d'être assez bref là-dessus parce que c'est limite un sujet qui mériterait au final sa propre présentation. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir globalement en Rust avec l'asynchronisme, c'est deux choses, c'est future et runtime. Les futurs, en gros, ça peut un peu s'apparenter à ce qu'on a dans d'autres langages. Ça peut représenter par exemple les promesses en JS ou bien des tasks dans d'autres langages comme je crois en C# et en Dart. À la différence qu'une future, en fait, c'est un objet Rust qui ressemble un peu à une machine à état et qui est lazy. C'est-à-dire que dès que vous la déclarez, elle ne va pas se déclencher tout de suite comme dans d'autres langages. Elle a besoin d'être interrogée par un runtime. Donc du coup, il y a une espèce de poll qui permet de savoir dans quel état est votre futur et de savoir si on récupère quelque chose et en attendant, on va passer à une autre étape du code. Et les futurs, c'est quelque chose de natif en Rust, c'est dans la STD. Mais c'est un peu comme si vous aviez des ingrédients sans recette. Rust, il voit ce que c'est une future, mais il ne sait pas quoi en faire. Et c'est là que vient le runtime. En gros, c'est une librairie qu'on va intégrer dans notre code Rust, qui lui sait comment exécuter les futurs. C'est lui qui va s'occuper de poler dessus et qui va du coup itérer sur cette machine à état et qui va ajouter cette couche asynchrone. Alors, je suis désolé, j'ai un peu du mal à l'expliquer parce que c'est un concept assez abstrait. Et comme je l'ai dit, ça mériterait sa propre présentation, mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les futurs, c'est un trait de la STD, donc les traits pour rappel, c'est un peu les interfaces en Rust. C'est une machine à état, c'est lazy. Et le runtime, c'est un environnement d'exécution asynchrone qu'on va implémenter dans notre code Rust, qui lui va se charger d'exécuter les futurs et qui est indépendant du langage. Donc ce qui veut dire que des runtimes, il en existe plusieurs. Alors évidemment, on va parler de Tokyo. Tokyo, c'est le plus connu. C'est la référence des librairies asynchrones en Rust. Aujourd'hui, c'est limite un synonyme d'asynchronisme en Rust et de concurrence. Donc la plupart du temps, lorsque vous allez chercher des tutos pour développer quoi que ce soit d'asynchrone en Rust, ou que vous demandez à un LLM de vous générer quelque chose, ils vont tout de suite vous mettre du Tokyo sans trop vous expliquer pourquoi c'est là. Donc c'est pour ça que je voulais quand même rapidement un peu en parler, même si c'est un petit peu décousu. Mais Tokyo n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Il y a par exemple Small, qui est un concurrent qui est assez léger, qui est une autre alternative. Et sinon, il y a Embassy qui est utilisé pour faire de l'embarqué. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ça fragmente un petit peu l'écosystème asynchrone en Rust. Mais bon, c'est comme ça que c'est fait et ça permet quand même d'avoir pas mal de contrôle parce que vu que les futurs, on est quand même sur quelque chose d'assez bas niveau, bah, contrairement à d'autres langages où lorsque vous déclarez une fonction asynchrone et qui se lance tout de suite, il y a un peu plus de contrôle en Rust. On peut par exemple choisir de les arrêter, de les relancer. Enfin voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment convertir le code que j'écris avec la STD en code compatible avec Tokyo. Vous allez voir, c'est hyper compliqué. Alors.
Et là, vous vous dites, il se fout de nos gueules, c'est exactement le même code. Eh ben non. Oui et non, c'est un peu le même code, à la seule différence que au-dessus de notre fonction main ici, j'ai rajouté une petite macro, Tokyo main, j'ai passé ma fonction main en asynchrone, et c'est bon, le runtime il est lancé. Et à partir de là, vous pouvez commencer à utiliser vos fonctions asynchrones qui viennent de la librairie Tokyo, parce que Tokyo, c'est pas juste un runtime, c'est également une librairie qui va vous fournir tout un tas de fonctions équivalentes de la STD, mais asynchrones. Donc ici, on retrouve notre TCP listener, qui lui est celui de la librairie Tokyo, sur lequel on va faire un await. Donc là, on a notre listener asynchrone. À la différence de notre boucle d'événements ici, qui était un for et qui attend sur incoming, ce qu'on va faire ici, c'est lancer une boucle infinie et attendre notre listener, attendre un accept de notre listener. Et à partir de là, ça va nous retourner un tuple avec d'un côté un stream et un socket address. Donc le stream, donc du coup c'est notre stream TCP, le socket address. En gros, là, ça permet d'avoir des informations sur le client qui a requêté votre serveur. Donc ça permet d'obtenir par exemple son adresse IP, comme ici. On a remplacé notre thread OS par un thread Tokyo. Alors la différence entre les threads Tokyo et les threads OS, c'est que en fait, il faut voir un petit peu les threads Tokyo comme des grosses fonctions asynchrones avec leur propre pool de threads OS. Ce qui fait qu'en fait, on a des threads ultra légers qui peuvent s'exécuter chacune de leur côté. Ça consomme absolument rien et vous n'avez plus à vous soucier du côté, bah tiens, j'ai tant de threads natifs qui tournent sur ma machine. C'est Tokyo qui gère tout ça. C'est fait de manière totalement transparente et surtout, vous pouvez en abuser, vous pouvez en créer plein. Ça va pas créer de gros problèmes et ça permet du coup d'avoir des applications un petit peu plus performantes. Même si c'est un petit peu un grand mot de dire ça comme ça. Mais... À la différence de notre code ici, où on va faire un read directement sur notre stream, on va faire un into split qui va permettre de séparer notre stream en un reader, donc du coup qui nous permettra d'obtenir des informations sur la requête, et le writer qui permettra de renvoyer la réponse. Donc comme avant, on va faire un buffer read pour lire les informations de notre reader. Donc ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le reste, c'est à peu près le même code. Et c'est juste sur la réponse où là, par contre, on va faire un write all sur notre writer directement et non plus sur le stream. Et au final, quand on va lancer le programme, on a toujours notre Hello World, sauf que là maintenant, on a Tokyo qui a été implémenté. Ça s'est fait de manière totalement transparente, sans trop changer dans le code. Donc on a juste instancié le runtime avec le Tokyo main en haut, rajouté changer juste quelques fonctions de la STD avec celle de la librairie Tokyo. Et voilà, on a changé le thread avec le thread Tokyo, ça fonctionne comme ça. Donc ça, j'ai un petit peu passé, donc je vous ai redit un petit peu près la même chose. Hop là. Donc comme je vous l'ai dit, runtime asynchrone, remplacement des fonctions de la STD par celle de Tokyo, thread asynchrone léger. Mais le problème, c'est que là, maintenant, on a toujours une gestion brute de l'HTTP. On a toujours nos headers HTTP que j'écris un petit peu à la mano. Et pour faire du vrai HTTP, c'est pas l'idéal. Parce que si on reprend le code que je vous avais montré avec JavaScript Ego, eux, ils ont une véritable implémentation d'HTTP, ce que n'a pas Rust. On reste vraiment sur du TCP UDP brut. Et comment on fait pour avoir une vraie librairie qui gère du HTTP en Rust? Pour ça, il y a une librairie qui est incroyable qui s'appelle Hyper. C'est l'implémentation de référence de HTTP en Rust. Elle est utilisée par pas mal de frameworks en Rust et même, pour citer les plus grands, par exemple Cloudflare l'utilise énormément pour certains de leurs produits à eux. C'est une librairie qui a été créée en 2015 par un certain Sean McArthur, version stable depuis 2023. Comme je vous l'ai dit, librairie de référence HTTP, donc vraiment si vous voulez faire de l'HTTP en Rust, vous n'avez pas autre chose. C'est également
une librairie qui est proche de l'écosystème Tokyo. Au départ, elle était vraiment fondée sur Tokyo, et même si aujourd'hui, ils l'ont un petit peu décorrélé. Pardon. Ils ont retiré la VM Tokyo de Hyper, donc on peut utiliser le runtime qu'on veut. Elle reste quand même énormément intégrée dans l'écosystème Tokyo. D'ailleurs, même si quand vous allez sur le site web de Tokyo, vous voyez qu'il y a Hyper en référence. Et d'ailleurs, le créateur de Hyper est lui-même un contributeur à Tokyo. Ce qu'est Hyper, ça reste quand même une librairie assez bas niveau. C'est pas un framework, mais ça permet quand même d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour traiter le protocole HTTP sans avoir à faire pas mal de choses à la mano. Donc pour vous montrer, alors on va revenir actuellement sur le code. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je me rends compte que je m'enfonce un petit peu dans pas mal de trucs assez insignifiants. Hop. Oups, c'est pas exactement celui que je voulais. Voilà. Là, ce que vous avez, c'est exactement le même code que l'on avait avant, mais en intégrant Hyper. Donc du coup, on n'a plus à gérer nous-mêmes les intégrations des headers bruts. Ce que l'on a, on a toujours Tokyo qui est intégré ici pour la partie asynchrone. On a notre listener. À la différence que maintenant, dans notre spawn, on utilise le builder de Hyper, dans lequel on lui passe on a un serve connection, une méthode donc, du coup, qui va faire toute la boucle d'acceptation que je vous ai montré juste avant. On a une méthode qui s'appelle service function, qui en gros va vous permettre de lui passer un handler. Et dans ce handler, pourquoi je l'ai mis là? Voilà. Et dans ce handler, donc du coup, on a la possibilité d'accéder à la requête. Et à partir de là, on a accès à tout ce dont le protocole HTTP vous propose. Sur la requête, on peut récupérer l'URI, le pass. Et voilà, ici, j'ai fait un petit test où je retourne directement une page HTML, ou bien directement ici une 404 si on ne trouve rien. Donc si je démarre le serveur, voilà. On a notre serveur qui a été lancé avec Hyper, avec le petit Hello World sur la page, sur le lien principal. Et si je vais sur File, on a bien notre fichier qui est servi par Hyper. Comme on le voit ici, là, je fais directement un match sur le pass, et qui fait que si on est sur File, du coup, il va nous retourner notre fichier, sinon il va nous renvoyer ce petit bout de texte que j'ai écrit en bas. Et d'ailleurs, si je décide d'aller modifier, je ne sais pas, ce fichier, on va changer le fond. Je suis pénible aujourd'hui. Voilà. Pas besoin de relancer le serveur, ça va directement chercher le fichier, c'est plutôt pas mal. Alors, le problème de Hyper, c'est que c'est super bien si vous voulez créer des serveurs qui font uniquement usage du protocole HTTP. C'est ce que j'utilise par exemple sur Quark, parce que vu que c'est vraiment un serveur qui est une grosse gateway, qui va aller chercher des backends, renvoyer les réponses et tout, c'est bien si vous voulez faire du HTTP bas niveau, mais par contre, c'est si vous voulez créer une API, faire un bon gros backend avec un truc qui fonctionnerait, on va dire un peu comme Electron en JS ou bien n'importe quel autre, il vous faut un framework ou une librairie. Et une des plus connues, c'est Axum.
Axum, c'est un projet officiel de Tokyo, donc, qui est basé à la fois sur Hyper pour la partie HTTP et sur Tokyo pour la partie runtime. Pourquoi l'utiliser? C'est assez simple et facile d'utilisation. On est assez proche d'un Express. C'est stable et éprouvé. C'est une librairie qui est quand même assez populaire, donc vous risquez de la revoir beaucoup. C'est basé sur Hyper et c'est un projet officiel de l'écosystème de Tokyo. Donc du coup, si vous allez sur le repo GitHub de Tokyo, vous trouverez Axum. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà. On n'a plus cette histoire de créer notre boucle qui va itérer du coup sur notre socket. C'est assez simple. Ici, on va définir nos routes avec d'un côté ici des petites méthodes qui représentent les verbes HTTP qui sont associés à nos contrôleurs. Donc ici, on a du get, on a du post, du patch, du delete. Ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, on peut définir une seule route et chaîner directement les verbes HTTP à côté, ce qui évite de réécrire à chaque fois route get, route post. C'est plutôt pratique. Et ici, pourquoi on arrive dans les... Ici, on a tous nos contrôleurs, avec tout un tas de petites fonctionnalités qui viennent directement de la librairie, comme par exemple le fait de pouvoir renvoyer du JSON en faisant usage de CRD, une petite librairie de sérialisation multiformat qui est assez pratique. Alors que si vous auriez voulu le faire avec Hyper, bah, ça aurait été à vous d'écrire vous-même votre routeur dans le handler ici, ce qui est assez mastoc. Pour vous donner un exemple, voilà un peu à quoi ressemble le même code de votre routeur avec Hyper. Et celui avec Axum dans le main. Voilà, ce que je vous ai montré avec Hyper, c'est l'équivalent de ça. Donc du coup, ça aide quand même un peu de faire appel à une librairie qui va vous mâcher un petit peu la tâche. Donc, encore une fois, on va tester. Et peut-être que quelqu'un de super bien préparé a mis un postman quelque part. Donc si je fais un get ici sur mon API, hop, on a bien nos data. Donc j'ai fait juste un petit truc. Le modèle, c'est juste de définir des personnes avec un nom, un âge, un email. On peut créer de nouvelles personnes. Voilà, on a notre quatrième personne qui s'est ajoutée. Je ne vais pas toutes les faire. On peut faire du delete, on peut faire du patch à tout ce qui a été défini. Et pour vous montrer que ce que j'ai fait également avec Hyper, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus compliqué. Si je lance API et que je retourne sur mon postman, on a bien la même chose. Voilà. Alors Axum, évidemment, il n'est pas tout seul. Il y en a plein d'autres qui sont assez sympas à utiliser. Alors malheureusement, c'est celle que je connais le moins bien. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser Actix, qui est une autre librairie très très sympa pour faire du web avec. À la différence d'Axum, que c'est une librairie qui est quand même un peu plus vieille que Tokyo et Hyper, donc elle a sa propre implémentation d'HTTP, puis elle a son propre moteur d'exécution asynchrone. Donc du coup, c'est un peu clé en main, elle est assez sympa et moi je l'aime beaucoup.
Il y a Warp qui est sympathique aussi, qui est aussi basé sur Hyper et qui est créé d'ailleurs par la même personne. Ça peut valoir le coup d'aller y jeter aussi un œil. Elle est aussi assez populaire dans l'écosystème. Et sinon, si vous êtes plus orienté framework, style Ruby on Rails ou bien Symfony, Django, ce genre de choses, il y a Loco qui commence un petit peu à monter, qui est considéré aujourd'hui comme le Ruby on Rails du Rust. J'ai vu en tout cas sur Reddit qu'il y avait des personnes qui en étaient assez satisfaits. Donc voilà, ça peut valoir le coup aussi d'y jeter un œil. Dernière chose, si vous voulez sécuriser votre application et que vous la rajoutez par exemple des certificats SSL, ou enfin on dit TLS aujourd'hui, vous pouvez aller voir du côté de Rustless, qui est un peu un équivalent d'OpenSSL, c'est ça? Un équivalent de OpenSSL écrit en Rust. Malheureusement, vu que j'étais pas sûr d'avoir le temps d'en parler, j'ai pas d'exemple, mais je vous invite quand même à aller voir du côté des exemples du repo de Axum. Il y a un exemple qui est assez bien fichu et qui est assez court, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai montré dans ma présentation. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez... J'en ai pas parlé vraiment dans ma présentation parce que j'étais parti du principe que généralement, lorsqu'on crée des services web, souvent c'est devant un reverse proxy qui, lui, s'occupe de gérer toute la partie HTTPS. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez sécuriser vos applications web, allez voir du côté de Rustless. C'est plutôt sympa, ça marche assez bien et on est sur un truc vraiment écrit en pur Rust. Donc voilà, pour aller plus loin, vous pouvez voir également d'autres librairies très sympathiques pour vos services web. On a Tower, par exemple, qui permet d'écrire des middleware dans vos serveurs, qui permet, par exemple, je sais pas, de faire du monitoring, d'intercepter des requêtes et de faire des trucs dessus. On a Tonic pour la partie gRPC. On a Tracing, qui est très pratique pour écrire des logs. Donc, du coup, si vous voulez monitorer votre serveur, c'est plutôt bien de l'utiliser. Je l'utilise également sur Quark. On a SQLX, qui est un moteur de requêtes pour les DB relationnels. Donc, du coup, ça marche bien avec MariaDB, MySQL, PostgreSQL, et Diesel, si vous voulez, plutôt un ORM. Voilà, merci à tous. Je suis vraiment désolé, c'était un petit peu décousu. J'avais beaucoup de choses à dire. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je me prête à cet exercice. Donc, c'était pas vraiment évident pour moi. C'était un peu une expérience. Maintenant, on va voir si j'étais vraiment la personne la plus qualifiée pour vous parler de ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, au niveau temps de compilation, du coup, à chaque fois que tu rajoutes une étape, tu gagnes. Ça devient de plus en plus lent, j'imagine. De quoi? À chaque fois que tu passes de, on va dire, juste la lib standard à Tokyo, puis Tokyo plus Hyper, puis Tokyo plus Axum, tu vas rajouter un peu de temps de compilation. À la fin, est-ce que c'est encore bon au niveau temps de compilation ou est-ce que ça devient un peu pénible pour ITL? Alors la question, je répète pour le micro, c'est est-ce qu'à force de rajouter des librairies, quand on passe de la STD à Hyper à Tokyo, ça rajoute du temps de compilation? En vrai, ça va, hein, pour de vrai. Après, j'ai plutôt une bonne machine, mais en termes de temps de compilation, Rust, on fait quand même énormément d'efforts et franchement, les projets que j'aime, même Quark, qui est quand même un truc assez énorme, en quelques secondes, c'est compilé, quoi. Et là, comme tu as pu le voir, vu que j'avais déjà précompilé les applications et que je les ai relancées sans trop modifier de choses, ça allait assez vite. Mais non, en vrai, si tu as une bonne machine, et quand je dis une bonne machine, genre un i7 avec 32 Go de RAM, ça va assez vite, hein. C'est assez rare que tu aies plus de 15 secondes pour compiler ton application, quoi. Surtout si tu fais un gros truc. Oui. HTTP2, HTTP3. Oui, absolument. Alors, Hyper a par défaut un support de HTTP 1 et 2. Il y a HTTP 3 qui est en route. C'est un truc que je surveille de très très près. J'ai vu qu'il y a des branches qui ont été créées à ce sujet. Ils sont un petit peu en retard dessus par rapport à d'autres frameworks dans d'autres langages. Je pense par exemple à Go qui l'ont implémenté assez rapidement, ce qui fait que Kadi a déjà HTTP 3. Le problème, c'est qu'en fait, HTTP 3 n'est pas basé sur TCP, mais sur un nouveau type de protocole qui s'appelle QUIC, qui est lui-même basé sur UDP. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui fait que ça change pas mal de choses. Donc, c'est actuellement en expérimental sur Hyper. Ils ont créé une crate qui s'appelle H3, qui permet de l'utiliser un petit peu en expérimental. J'espère pouvoir l'intégrer assez rapidement dans mon reverse proxy pour avoir le HTTP 3 activé soit par défaut ou bien soit la demande via la configuration. Mais en tout cas, c'est en route, mais voilà, ils sont un petit peu à la bourre là-dessus. Si vraiment vous voulez faire uniquement de l'HTTP 3, il y a Cloudflare qui ont une librairie qui s'appelle Quiche, qui est en fait leur propre implémentation Quiche en français, qui est leur propre implémentation du protocole QUIC. Et je sais qu'ils ont une petite librairie avec les headers pour traiter directement HTTP 3 sont gérés du QUIC à la main.
Le seul problème, c'est qu'en fait, du coup, si vous faites du Hyper et que vous voulez rajouter HTTP3 avec Quick, vous n'utilisez pas les mêmes traits qui sont présents dans Hyper. Donc, du coup, ça fait que vous allez créer beaucoup de doublons. Et aussi, deuxième chose, c'est que Quiche n'est pas compatible avec Rustless. Ils fonctionnent de base avec Boring SSL, qui est un fork d'OpenSSL. Donc, ce qui fait que lorsque vous compilez vos trucs, du coup, vous devez compiler en statique des trucs écrits en C. Enfin voilà, ça peut être un peu lourdingue. Et si vous avez écrit votre serveur de base avec Hyper ou avec quelque chose d'autre qui fonctionne d'un côté avec Rustless, ça veut dire que vous devez également gérer la compatibilité avec Boring SSL. Donc voilà, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours d'implémentation dans Hyper. Et forcément, ça le sera ensuite dans Axiom et dans Warp, vu qu'ils sont basés sur Hyper. Oui? C'est sur le même sujet. Est-ce que Hyper est en expérimental encore sur HTTP3 parce qu'ils ne peuvent pas. En gros, est-ce que Hyper ne peut pas juste se baser sur des projets comme Queen ou Aero qui implémentent Quick en Rust? Ou bien est-ce que c'est juste qu'il y a beaucoup de travail en plus par-dessus ces bibliothèques-là pour gérer HTTP3? Alors, de base, j'ai vu que la crate H3 du projet Hyper se base sur Queen. D'ailleurs, le créateur de Queen y participe. Le créateur de Queen qui est d'ailleurs aussi un des mainteneurs de Rustless, donc comme quoi le web en Rust, c'est vraiment un petit écosystème. Mais j'ai vu que il voulait que la crate H3 soit agnostique de librairie du protocole Quick. Donc, ils veulent que ça puisse autant se baser sur Queen que sur pas forcément Quiche, mais sur je sais plus, H3, enfin il y a Amazon qui ont créé la leur, et il y en a d'autres ici, Microsoft aussi ont créé la leur, mais malheureusement j'ai pas les noms en tête. Mais voilà, de base, c'est censé fonctionner avec Queen, c'est fourni de base avec, mais ils veulent que si on le souhaite, on puisse intégrer sa propre implémentation de Queen indépendamment de celle de Queen. Pas d'autres questions? Je suis désolé, c'est un sujet que je voulais simple, mais qui finalement s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. J'ai un peu galéré là-dessus, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir tenu le coup. Je vous ai remis ici les QR codes. Merci. Je vous ai remis ici, du coup, les liens vers mes réseaux sociaux, les QR codes vers mon projet Quark, une fois de plus, pour aller jeter un œil. Puis, je vous ai mis également le lien GitLab de ce que je vous ai présenté. Si vous voulez voir un petit peu le code, le compiler, jouer un petit peu avec. Je pense que ça vaudra un petit peu plus le coup, parce que j'avoue que j'ai loupé pas mal de choses. J'ai dû un petit peu me dépêcher. Voilà. Merci beaucoup. Encore désolé pour cette présentation un peu bancale. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était une première expérience. Je ne pense pas qu'on va la diffuser, celle-là. Et je vais rapidement passer la main à quelqu'un qui s'en sortira peut-être mieux que moi. On verra bien. Merci beaucoup. Merci pour votre patience.